Mon orateur est une oratrice et j'ai le plaisir d'accueillir Zaga Bivine qui est chirurgien d'enfants à l'Équin Enfants Malades dans le service de Christophe Lorient et qui va nous faire part de l'évolution dans la prise en charge moderne des affections ostéo-articulaires de l'enfant et de l'adolescent. Des progrès récents en orthopédie pédiatrique. L'orthopédie pédiatrique, c'est une spécialité relativement jeune. Elle s'est développée au cours du 19e et surtout du 20e siècle. Et ces dernières décennies ont été marquées par des progrès considérables en génétique, en anesthésie, ingénierie médicale, imagerie médicale, et l'orthopédie pédiatrique a su en profiter avec un accent tout particulier sur le développement des techniques mini-invasives. Alors, fixateur externe hexapodal, c'est un exemple de l'utilisation des nouvelles technologies en orthopédie, non seulement pédiatrique. Comme vous savez, les allongements avec des corrections de déformation ont été réalisés pendant des décennies avec un fixateur externe circulaire Elisabeth classique, et ce fixateur a permis des corrections de déformations les plus complexes. Et ce fixateur était relativement difficile à utiliser, avec une courbe d'apprentissage pour les chirurgiens qui était relativement longue, car il s'agissait d'un fixateur personnalisé, c'est-à-dire que pour chaque traitement clinique, il fallait construire un fixateur particulier. Alors, à partir de ce concept classique, le Charles Taylor a développé le fixateur externe hexapodal. Ce fixateur fonctionne sur les bases et les principes de la plateforme de Stuart. Ce système est énormément utilisé en aéronautique et il est composé le fixateur est composé des deux anneaux et de 6 vérins. Et c'est précisément le changement de la longueur de ces vérins qui permet justement la correction simultanée de toutes les déformations. Alors ce fixateur a pour l'avantage qu'il n'est pas personnalisé et que son assemblage et sa pose est beaucoup plus facile car il est composé des pièces universelles. Ici vous voyez l'ensemble des pièces qui sont suffisantes pour construire un fixateur externe circulaire. Alors, la pose de fixateur commence par un premier anneau qui est placé parallèle à l'interligne articulaire. Et à ce moment-là, cet anneau devient un anneau de référence. Et c'est à partir de cet anneau-là que le futur programme va être construit. À l'opposé, on place l'anneau mobile et les deux anneaux sont fixés par des vérins. Alors la fixation est exactement la même par des fiches et des broches comme pour le fixateur externe classique. Alors, la correction se fait avec de l'ordinateur, elle est basée sur l'origine méthode. L'origine est en réalité une charnière virtuelle qui correspond à la charnière virtuelle des fixateurs mécaniques. Elle est déterminée sur les radiographies post-opératoires de face et de profil. En réalité, on mesure la distance entre le centre de l'anneau de référence et le sommet de la déformation, et à ce moment-là, on obtient la charnière virtuelle. Alors à ce moment-là, l'intervention est terminée et on passe à la dernière phase, c'est-à-dire la planification de la correction. Alors elle se fait à l'aide d'un logiciel et à ce moment-là, on rentre les caractéristiques de notre déformation. Pour l'exemple que vous avez vu, donc un varus et un raccourcissement. Ensuite, on note et on met les valeurs de notre fixateur externe, c'est-à-dire la taille des anneaux qu'on a choisi et la longueur des vérins qu'on a placés. Et on détermine aussi les valeurs de notre charnière virtuelle. Et la dernière étape, c'est on détermine la vitesse avec laquelle on souhaite que notre allongement se réalise, en général entre 0,8 et 1 mm par jour, en 2 fois. Et à partir de ce moment, le logiciel va déterminer la position de l'anneau mobile par rapport à l'anneau de référence et va donner un programme journalier de grande précision que vous voyez ici. Et à ce moment-là, chaque jour, 2 fois par jour, on va tourner ces petites manettes et ça va nous donner une correction de très grande précision, comme vous pouvez constater sur cet exemple. Alors ce fixateur permet donc les corrections de déformations extrêmement complexes, comme chez cette jeune fille qui a une forme sévère de la maladie de Blount. On a réalisé une correction simultanée d'un varus très important, de la rotation interne, de récurvatum, de la traçation, et en même temps on a allongé les 2 segments joviles qui étaient courts de 3 cm.
Alors une étude des auteurs viennois a clairement démontré la supériorité de ce fixateur par rapport à un diviseur à valve classique, car en réalité, dans les déformations complexes, ils ont obtenu une correction complète dans plus de moitié de cas, alors que dans aucun cas, cette correction était complète avec le fixateur classique. Alors, à part que ce fixateur donne des corrections de très grande précision, il est aussi beaucoup plus facile à poser et la courbe d'apprentissage est plus rapide à la fois pour l'équipe chirurgicale, mais aussi pour l'équipe paramédicale. En même temps, sa pose est plus rapide. Et le dernier avantage, qu'on peut modifier le programme si quelque chose ne se déroule pas comme on l'a prévu, tout simplement avec un nouveau programme, sans toucher ni modifier le fixateur externe. Donc il n'y a pas de nécessité de refaire une intervention chirurgicale. Alors l'autre progrès, ce sont des clous d'allongement motorisés. Monsieur Caton vous a parlé l'année dernière des clous mécaniques. Donc les clous mécaniques étaient les premiers clous et les allongements se faisaient par des mouvements rotatoires au niveau de l'ostotomie. Ces allongements ont donné des très bons résultats. Mais ces clous avaient quelques inconvénients. Un des inconvénients était que ces douloureux étaient parfois plus ou moins douloureux. Ensuite, pour certains clous, surtout ISKD, on n'avait pas la possibilité de contrôler le taux journalier d'allongement et parfois on avait des corrections excessives, des allongements excessifs avec des répercussions sur la consolidation. Alors, un des plus importants inconvénients de ces clous, à mes yeux, c'est aussi l'impossibilité de raccourcir le clou en cas de problème. Et en ce qui concerne la population pédiatrique, ces clous étaient de relativement gros diamètre, donc peu adaptés. Et aussi, pour les allongements de fémur, existait uniquement le modèle antérograde, donc par conséquent, il était compliqué de corriger les déformations en dehors de la rotation lors de l'intervention. Alors, le clou Precise, c'est un clou qui fonctionne avec un système magnétique que vous pouvez voir ici en grand. Il est activé par cet appareil par une stimulation extérieure et donc on a à ce moment-là un allongement qui se fait de façon linéaire, donc qui est par conséquent indolore. Et la programmation peut être extrêmement précise, elle peut se réaliser en plusieurs fois par jour, 2 ou 4 fois selon le choix. Et aussi, ils sont dotés d'un système qui permet une inversion de mécanisme, donc par conséquent, la possibilité de le raccourcir en cas de complications. Alors par ailleurs, ces clous existaient aussi en différents diamètres et longueurs, ce qui est aussi très avantageux. Voici l'exemple d'une demoiselle qui présente une très importante inégalité de longueur dans la maladie d'Ollier associée à un varus du genou. Alors le programme de légalisation a été réalisé en 2 temps. Elle a eu à 10 ans donc une ostotomie de correction de son axe de côté gauche et en même temps une épiphysiodèse contralatérale, ce qui a permis de réduire l'importance de futurs allongements. Et à l'âge de 13 ans, on a réalisé un allongement de 8 cm sur un clou Precise. L'avantage est aussi que ce clou a permis de protéger le fémur sur toute sa longueur, car il est fragilisé par sa maladie, avec un très bon résultat au final. Alors ces clous existent aussi en modèle rétrograde, et donc avec ce système, on peut en même temps, avec l'allongement, corriger une déformation existante. Il est important de réaliser avant l'implantation de clous une planification préopératoire très précise, à la fois de la position de clou et aussi de la correction de la déformation. Et vous voyez ici l'exemple de cette jeune fille qui présente une hypoplasie fémorale sévère avec une inégalité importante. Et donc ce qui est très important, grâce à ce système, on a pu réaliser et élargir donc les indications, car elle présente donc une stabilité de genou qui est relativement importante, et donc l'allongement a pu être réalisé de façon assez longue, précis, et donc on avait aussi une sécurité en cas de problème, on pouvait raccourcir le clou et régler le problème. Alors l'autre
exemple, c'est aussi l'allongement tibial, donc une déformation assez complexe qui a été corrigée par 2 osteotomies au moment de l'implantation de clous, et vous voyez un allongement qui s'est réalisé en même temps, simultané dans les 2 osteotomies, avec un bon résultat. Alors, à part de donner les allongements journaliers de grande précision en plusieurs fois, donc l'élément le plus important est que ces clous peuvent être raccourcis, et après, comme les autres clous, effectivement, ils donnent un meilleur confort que les allongements avec les fixateurs externes. Le seul inconvénient actuellement, c'est que l'appui jusqu'à la fin de la consolidation est limité, ce qui peut poser des problèmes pour les sujets indisciplinés ou éventuellement pour les allongements bilatéraux. Alors actuellement, les clous de nouvelle génération sont en essai, et ces clous, théoriquement, autoriseraient un appui total dès le début de la procédure. Les instruments sociaux sans greffe sont une nouvelle technique de la prise en charge des scolioses neuromusculaires évolutives. Alors, comme vous savez, le traitement classique de ces déformations associe un traitement orthopédique puis un traitement chirurgical par l'arthrodèse à l'adolescence. Mais ce traitement est souvent orthopédique difficile, contraignant, plus ou moins bien toléré, et nécessite une grande technicité à la fois du chirurgien et de l'orthoprothésiste. Et en même temps, les arthrodèses qu'on réalisait en fin de croissance, c'était des chirurgies lourdes, hémorragiques, avec un taux de complications très élevé chez ces sujets très fragiles. Alors, l'instrumentation sans greffe, c'est un montage télescopique en cadre avec une fixation bipolaire solide par une voie moins invasive, et donc les tiges sont passées sous le fascia et connectées avec les connecteurs que vous voyez ici. Ceci permet, au cours de la croissance, par des distractions itératives, de corriger les déformations. Alors, les fixations se font en proximal par 2 pinces, par des crochets en 2 pinces pédiculo-sus-lamelles, et en distal par les vis iliosacrées qui permettent une fixation extrêmement puissante. Et là, vous voyez l'exemple d'une jeune fille qui présente un syndrome de West à l'âge de 8 ans avec une déformation très importante et en même temps un bassin oblique. Donc, avec cette technique, on a pu très bien corriger la déformation, et vous voyez le résultat 1 an après l'implantation et le résultat 2 ans après la distraction des tiges. La même patiente, vous voyez la déformation qui est très importante, le bassin oblique et en même temps les lésions cutanées liées à un port de corset qui est finalement peu efficace, et en même temps un état nutritionnel et respiratoire qui est assez préoccupant. Donc, après l'intervention chirurgicale, une bonne correction de la déformation et en même temps une bonne récupération de l'état nutritionnel et fonctionnel. Après, il faut rajouter qu'après cette intervention chirurgicale, les patients peuvent être relativement rapidement mis en position assise ou verticalisée sans nécessité d'utiliser le corset. Alors actuellement, je dois dire que les nouveaux tiges sont en train d'être essayées. Ce sont des tiges qui auraient pour la capacité de ce sont des tiges automatiques, et l'objectif c'est d'éviter les interventions chirurgicales répétées. Donc ils ont pour objectif de se distracter sans intervention chirurgicale. Alors, cette intervention donne des résultats très encourageants avec un taux de complications qui est réduit, une récupération post-opératoire qui est beaucoup plus rapide. On a des bonnes corrections de l'équilibre à la fois de la colonne vertébrale mais en même temps du bassin. On a une amélioration considérable de l'état général et fonctionnel, et par conséquent une meilleure qualité de vie de ces jeunes patients. Alors, en dernier, quelques mots pour dire que les laboratoires d'analyse du mouvement sont devenus un outil indispensable en orthopédie pédiatrique, non seulement pour l'analyse de la marche dans les maladies neuromusculaires, mais dans l'analyse de la marche de tous les patients qui présentent des anomalies complexes. Alors, cette idée d'analyser la marche n'est pas nouvelle. Les scientifiques se sont déjà intéressés en fin de 19e siècle, et c'est surtout la découverte du cinéma qui a considérablement amélioré la compréhension. Alors, les laboratoires dans la marche actuelle sont équipés des systèmes d'analyse très sophistiqués qui sont reliés aux caméras infrarouges. Ceci permet de faire des analyses cinématiques en 3D des articulations, en même temps
les enregistrements des activités électriques musculaires dynamiques lors de la marche, en même temps l'analyse cinétique, en fait les mesures des efforts d'interaction entre le pied et le sol. Le bilan préopératoire est toujours, l'analyse est complétée par un examen clinique détaillé de la force musculaire et des amplitudes articulaires, et également on fait des imageries en 3D. Voici l'exemple d'un jeune patient âgé de 14 ans qui présente des séquelles de dysplasie diplégie spastique prédominante de côté droit, et vous pouvez voir que les courbes cinématiques correspondent à l'impression visuelle, c'est-à-dire la marche s'effectue dans le plan sagittal avec les deux genoux en flexion permanente et le pied droit attaque en varus et en écart. Et dans le plan transverse, nous avons le segment crural qui est en rotation interne et le segment jambier de côté droit qui est en rotation externe. Alors, avec cette analyse, on a pu réaliser les interventions chirurgicales multisites, c'est-à-dire dans le même temps opératoire. On a réalisé toutes les interventions, on a corrigé toutes les anomalies nécessaires, on a fait les corrections dans le plan transverse du fémur et du tibia. Pour le genou, un transfert de droit fémoral avec la ponévrotomie des ischio-jambiers, et pour le pied, des aponévrotomies du tibialis postérieur et des fasciotomies des ischio-jambiers. Alors voici le résultat à la fois visuel à 6 ans chez ce jeune homme-là qui a maintenant 21 ans, et ceci confirme aussi par les courbes post-opératoires qui se sont complètement normalisées, nette amélioration de côté droit, mais aussi de côté gauche. Alors j'aimerais finir avec cette image du père et du fils qui sont atteints d'une forme sévère d'ostéogenèse imparfaite, qui illustre bien les progrès qu'on observe aujourd'hui grâce à une prise en charge pluridisciplinaire qui a été instaurée déjà depuis plusieurs décennies. On voit ici que le fils a pu bénéficier de traitements modernes par la rééducation, des progrès en anesthésie et analgésie, accompagnés d'une prise en charge chirurgicale par des employages et l'embrochage centromédulaire, et en même temps une introduction récente de traitement par les bisphosphonates. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ce beau panorama des progrès en chirurgie pédiatrique. Pour le clou d'angement, on n'a pas parlé des clous électriques, motorisés électriquement, parce que les Allemands utilisent ce clou. En fait, je n'ai pas parlé de ce clou parce que c'est un clou qui est utilisé uniquement il faut l'autorisation de concepteur, c'est-à-dire par l'équipe d'Allemagne. À Toulouse. Alors en France, il n'y a que à Toulouse qui est utilisé. Et en fait, j'avais que 15 minutes pour parler de clou. Simplement pour dire que ça existe. Voilà, ça existe. Merci beaucoup, Zaka. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions sur ce beau panorama? Des félicitations. Des félicitations de Jean-Louis Musset, qui est un expert en la matière. S'il n'y a pas d'autres... Pardon? Oui, ce beau panorama, c'est... Oui. Parce que c'est... Je laisse cette photo. Bien, écoutez, je pense qu'on a eu une séance tout à fait intéressante sur les avancées en chirurgie orthopédique. Donc, comme vous le voyez, ce n'est pas une chirurgie statique, c'est une chirurgie dynamique. Je vous remercie infiniment. Je signale que donc, la semaine prochaine, vous pouvez revenir parce qu'il y a des chirurgies pédiatriques. Je voudrais vous dire, Madame Plégin, je voudrais vous dire une chose, la semaine prochaine, il y a une séance pédiatrique. Et je crois que les intervenants, si je ne me trompe pas, il n'y a pas d'orthopédiste. Si, il y en a un. Et on va discuter de quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est peut-être l'organisation du soin en chirurgie pédiatrique, etc. Si vous arrivez à vous libérer quelqu'un de quelqu'un, c'est normal, il y a des gens qui sont là. Parce que des fois, c'est pas forcément discipline, bien que c'est pas vrai, vous avez gardé toute la chirurgie à vous, en pédiatre, c'est l'organisation et l'équipe de vous. Si vous êtes libre, voilà. Merci beaucoup pour cette belle séance.